Bonjour Dr Gianotti, merci de nous recevoir pour cette interview avec plaisir. Pour notre magazine Podoscope. Vous avez été élue présidente de MG France l'année dernière. Aujourd'hui, nos professionnels, nos podologues vous connaissent peu. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Je suis médecin généraliste dans le 18e arrondissement à Paris, qui est un quartier populaire, hein, c'est Barbès, pour ceux qui... Tout le monde connaît Barbès, même si on ne connaît pas Paris. Quoi vous dire, je suis installée depuis 1990, donc c'est pas d'hier. Et j'ai vu le travail avec les autres professionnels se développer, d'abord dans une MSP Oral-et-Mur, où j'ai le plaisir de travailler avec une podologue. Et j'ai découvert cette profession dont j'ignorais absolument tout, y compris l'existence au départ. Donc vive l'interprofessionnalité, et puis après les CPTS, et voilà. Donc c'est toujours un plaisir de travailler avec les autres professionnels sur le terrain. Bien. Justement, vous dites que vous exercez dans un quartier populaire, donc du coup, est-ce que vous êtes représentatif de l'ensemble des médecins de France ou pas? Vous trouvez que c'est un avantage, un inconvénient par rapport en tant que représentante du coup? Les médecins généralistes ont tous une spécificité, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont adaptés et assortis à la patientèle qu'ils ont en charge et au territoire où ils sont. Donc on est tous différents. Et c'est cette différence et cette adaptabilité, cette souplesse qui fait qu'on arrive à répondre aux besoins de santé des gens qu'on soigne. Donc je suis représentative en étant un élément de cette diversité. Vous êtes la première femme élue présidente du premier syndicat des médecins dans un milieu qui a une image plutôt patriarcale, on va dire. Comment analysez-vous votre arrivée à ce poste? De plusieurs façons. D'abord, c'est mon prédécesseur, Jacques Battistoni, qui a fait rentrer des femmes au bureau de MG France. Et depuis 3 ans, nous étions à parité dans le bureau. Les plus anciens étaient des hommes, les plus anciens sont partis et les femmes sont arrivées. Donc là, c'est les 3 premiers postes du bureau où c'est des femmes, c'est pas que moi. La première vice-présidente, c'est Margot Bayard, et la secrétaire générale, c'est Alice Perrin. Et donc on est autant de femmes que d'hommes, enfin après on est un nombre impair, donc ça peut être le curseur. Et la profession, et il y a beaucoup plus de femmes dans la profession, la question, oui. Donc il faut aussi que les jeunes petit à petit trouvent leur marque et prennent leur place, donc c'est la marque de ça aussi. Donc c'est vraiment important et cette diversité fait qu'à mon avis ça change dans le fonctionnement, mais on la doit aussi à l'équipe précédente qui nous a fait de la place et nous a amené progressivement là où on est. Vous dites qu'il y a beaucoup plus de femmes dans la profession, mais il y a beaucoup plus de femmes qu'auparavant, mais la proportion entre hommes et femmes, vous avez... Les médecins sont très majoritaires chez les jeunes et les hommes sont très majoritaires chez les plus anciens. Donc c'est clair que la profession se féminise, peut-être que dans quelques années on aura du mal à trouver des hommes pour revenir au bureau. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que dans nos assemblées générales où nous sommes, dans notre congrès par exemple qui a lieu tous les 3 ans, quand vous regardez le public, il y a beaucoup de femmes. Si vous regardez les autres syndicats, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes. Mais c'est parce que les jeunes viennent vraiment chez nous. Et donc il y a eu un creux générationnel dans le syndicalisme avec des plus anciens, un creux de ceux qui ont 50-55 ans et les jeunes qui arrivent. Donc il y a eu une vague comme ça et donc ça représente ça aussi. D'accord. Donc MG France est depuis des années à présent le premier syndicat des médecins généralistes libéraux en France. Comment expliquez-vous à la fois ce succès et cette longévité? Parce que MG France a travaillé depuis des années déjà à la reconnaissance de la profession, parce que la spécificité du travail de médecin généraliste traitant, du médecin qui coordonne le parcours, c'est une spécificité très très différente des spécialités techniques. Et donc quand on était dans des syndicats polycatégoriels, on n'était ni compris ni reconnu. Donc effectivement, ça a été la reconnaissance de la profession qui paraît une banalité aujourd'hui, mais on n'était absolument pas reconnu. Mais qui persiste aujourd'hui. Hein. Quand vous voyez dans le règlement arbitral, c'est l'actualité où ils actent que le tarif de la consultation de base, les spécialistes d'organes peuvent avoir 5 € de plus et sont aujourd'hui à 30 € sans que ça pose problème à personne, alors que nous, si on demande 30, c'est comme si on demandait à décrocher la lune. Il y a quelque chose qui ne va pas, donc la bataille continue, elle n'est pas gagnée. Donc c'est ça aussi qui fait que ces spécificités de la profession, à la fois avec le côté revendicatif d'un syndicat où on défend la profession et ce qu'elle fait, son image, mais aussi de proposer les évolutions.
C'est nous qui avons inventé, entre guillemets, les MSP, les CPTS, et qui sommes les promoteurs des évolutions du métier. Donc ça, c'est vraiment important parce que tous nos métiers évoluent, à mon avis, le vôtre aussi. Bien sûr. Et donc d'être porteur de ces évolutions, vraiment en se faisant le porte-parole de la profession, mais aussi de la reconnaissance de la profession, c'est ça qui explique qu'on soit les premiers. On constate un peu une baisse de l'intérêt des professionnels en général pour les syndicats. Et finalement, vous ne semblez pas trop confronté à ce problème, ou moins aujourd'hui. Donc, il y a deux choses. Nous, c'est vrai qu'on a des adhésions qui continuent à monter. Il y a des pics au moment des grosses batailles, puis ça se calme un peu, mais on a des adhésions, probablement aussi parce que d'autres syndicats baissent. Mais c'est vrai d'une manière générale qu'en France, le syndicalisme n'était pas à la mode. Et on a un gouvernement qui n'aime pas les syndicats. Donc peut-être que la façon dont il nous a traités va être bénéfique pour nous, parce que regardez, pour les retraites, je pense que les syndicats qui s'opposaient à la retraite à 64 ans ont peut-être aussi des adhésions qui arrivent. La population va peut-être se rendre compte que c'est important de se regrouper pour faire avancer les choses. Mais c'est vrai que dans notre pays en général, le syndicalisme baisse, les pourcentages aux élections baissent, que ce soit toutes les élections du pays, pas seulement les élections professionnelles. Donc c'est vraiment important, cette prise de conscience des citoyens, qu'il faut être ensemble pour faire avancer les choses, sinon rien bouge. On ne peut que râler chacun sur son siège, mais ça ne va pas bien loin, quoi. Actuellement, les ordres professionnels semblent prendre une part de plus en plus importante, parfois au détriment des syndicats même. On voit avec les rapports avec les pouvoirs publics, enfin à peu près dans tous les secteurs c'est le cas. Quel est votre point de vue par rapport à cela? Il y a une tentation des pouvoirs publics de tout faire pour effacer les syndicats. Donc dès qu'ils ont une bonne raison de le faire, ils le font. Je pense qu'il y a des réalités différentes suivant les professions. Si on prend les pharmaciens par exemple, l'ordre des pharmaciens et les syndicats des pharmaciens, c'est quasiment les mêmes gens. Si on prend les médecins, c'est différent parce qu'il y a les médecins hospitaliers, il y a les spécialistes, il y a les généralistes, il y a toutes sortes d'activités qui ne sont pas du tout dans les mêmes cadres et qui forcément défendent des choses différentes parce qu'on n'a pas les mêmes réalités. Donc si on peut avoir une vision commune du système de santé, mais forcément l'ordre des médecins est une vision qui est différente de la nôtre. Et vous voyez, les pharmaciens c'est différent, les infirmiers c'est encore un autre cas. Donc je crois que suivant les professions, on peut avoir des cas de figure où l'ordre peut, entre guillemets, être très en accord avec ce que vont dire les syndicats, et d'autres où il y aura une vision différente, parce que avec un public différent en fait. Mais cette tentation des pouvoirs publics de passer par les URPS, les ordres, de tout faire pour faire comme si les syndicats n'étaient pas là, ou les fédérations, que sais-je, dès qu'ils ont quelqu'un pour oublier qu'on existe ou pour essayer de se passer de nous, ça c'est vrai que c'est une vraie tentation. Mais pas seulement dans le domaine de la santé, on voit ça partout. Le système de santé traverse une crise majeure, sans précédent même. Quels sont les grands chantiers que MG France porte pour tenter de sortir de cette crise? C'est le sujet le plus préoccupant du moment. C'est-à-dire que notre inquiétude, qui est déniée par beaucoup en disant que c'est pas le sujet, c'est que l'assurance maladie solidaire s'écroule. Parce que face aux difficultés qui touchent toutes les professions, on parle beaucoup des déserts médicaux, mais essayez d'avoir un rendez-vous chez le kiné, essayez d'avoir un rendez-vous chez l'orthophoniste, c'est très compliqué. Les pharmaciens sont en difficulté, il y a 15 000 professionnels qui manquent dans les pharmacies, je pense. La profession a été choisie à moitié de toute une promotion cette année. Donc en fait, toutes nos professions sont en difficulté, c'est pas une profession. Et donc on a un gouvernement qui joue les professionnels les uns contre les autres, alors qu'en fait c'est ensemble qu'il faut jouer pour tenir le coup. Donc c'est une des tentatives, c'est la dérégulation. Une des tentations, c'est la dérégulation du système. Et la dérégulation, c'est les plus riches vont en accès direct, faire consommer du soin en gros, et on ne répond plus aux besoins de soins de la population. Les plus vieux, les plus âgés, les plus en difficulté, c'est eux qui ne sauront pas se débrouiller dans le système.
Donc on peut se diriger vers un système à l'américaine. On peut se diriger vers une privatisation des systèmes. Les labos ont été très massivement rachetés, les radiologues aussi, les cliniques aussi. Et on voit effectivement des sociétés privées arriver même sur le soin primaire en ce moment. Donc ces dérégulations peuvent nous amener dans un système plus du tout solidaire. Et ça, MG France, c'est vraiment pas ça qu'on veut, parce qu'on parlait tout à l'heure de la profession, mais la deuxième chose qui nous est vraiment non seulement chère, mais c'est notre fondamental, c'est l'accès aux soins et la lutte contre les inégalités sociales de santé. Donc les solutions qu'on propose, c'est de travailler ensemble. Et travailler ensemble, il y a une pénurie de médecins, tout secteur confondu, mais le médecin généraliste traitant, c'est la profession une des plus difficiles, une des moins reconnues. Le 1,50 € en ce moment marque beaucoup les esprits, à la fois de la population et des professionnels. Et donc les jeunes et les moins jeunes quittent cette profession. Donc si on veut tenir, il faut déjà qu'elle soit reconnue et valorisée, que les conditions de travail soient améliorées. Et pour qu'on arrive quand même à soigner la population, il faut qu'on travaille avec d'autres professionnels. Les autres professionnels, c'est des gens qui vont nous aider à accueillir la population, c'est-à-dire les secrétaires déjà, hein, mais il n'y a qu'un tiers des cabinets qui ont des secrétaires. Les assistants médicaux, les infirmières de santé publique, les IPA, enfin des gens avec qui on va travailler, les médiateurs en santé. C'est des équipes comme ça qui vont aider le médecin traitant à prendre en charge la population. Après, il y a un deuxième niveau d'équipe, parce que le mot équipe veut tout et rien dire, c'est l'équipe avec les autres professions de santé, comme les podologues, les kinés, qui ne nous aident pas à accueillir plus de gens, mais qui nous aident, le fait de travailler ensemble nous aide à améliorer la qualité des soins auprès de ces patients. Donc c'est deux choses qui ne sont pas du tout antinomiques, mais qui se complètent, qui n'obéissent pas aux mêmes objectifs. Donc voilà, c'est ça qu'il faudra faire, mais il n'y aura pas de potion magique, il faut des moyens, et si l'État ne met pas les moyens, on n'y arrivera pas. Par exemple, prenons les assistants médicaux, tout le monde est à peu près d'accord, et donc ce qui est retenu dans le règlement arbitral, c'est là où nous étions arrivés en accord entre les différents syndicats et la CNAM. Mais si on n'a pas de local pour mettre l'assistant médical, moi je pleure, j'ai pas de local, je suis en plein Paris, dans des vieux immeubles, je peux pas pousser les murs, je peux pas l'asseoir sur mes genoux, et j'en aurais eu pendant l'épidémie de Covid, ça m'aurait changé la vie. Donc il va y avoir le problème des locaux. Et donc ça ne dépend pas de la CNAM, ça dépendra des élus, ça dépend. Donc c'est compliqué. Et puis une profession ne peut pas avancer à la schlag ou au pas cadencé. Il y a des gens qui vont bouger, il y en a d'autres qui vont plus bouger, d'autres moins bouger. C'est pas grave, on a besoin de tout le monde. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Ne décourageons personne. Dernièrement, vous êtes opposé à la PPL RIST, notamment en ce qui concerne l'accès direct à certains professionnels de santé. Pouvez-vous nous préciser ce que vous trouviez de néfaste ou de malvenu dans ce texte? Il y a une ambiguïté, voire même une hypocrisie. C'est-à-dire que MG France a toujours travaillé avec les autres professionnels et a toujours été à l'initiative de l'interprofessionnalité. J'ai bien dit travailler avec et pas travailler en silo. Et donc ceux qui soutenaient la PPL RIST sont ceux qui ne voulaient pas travailler avec nous, contrairement aux apparences. Une CPTS, ce n'est pas un échelon de coordination de soins pour un patient. C'est un échelon d'organisation professionnelle sur un territoire. Ce n'est pas du tout la même chose. Je n'ai pas un dossier partagé avec l'ensemble des infirmiers de tout le 18e arrondissement pour soigner Madame Michu. Par contre, on a très bien travaillé ensemble pour monter un centre de vaccination Covid. Ma CPTS, c'était la deuxième à signer les ACI en France. Donc, on est tout à fait promoteur de ça. Et c'est vraiment indispensable, mais c'est un échelon d'organisation des soins entre les professionnels. Ce n'est pas un échelon pour s'organiser pour une personne et un patient. C'est pour ça qu'il n'y a pas de coordination entre les professionnels pour un soin. On n'a pas de logiciel commun, on n'a pas de réunion pour étudier et discuter du cas d'un patient qui nous pose problème.
c'est pas une structure, c'est pas un niveau qui permet une vraie coordination de soins. Et c'est pour ça que le niveau des CPTS n'était qu'un affichage. Payer 10 € de cotisation par an à une CPTS, ça ne veut pas dire qu'on est organisé en soins coordonnés pour soigner un patient. C'est pour ça que du coup, on voulait les équipes de soins primaires, qui sont un niveau de coordination, mais qui n'existent pas encore, parce que pour l'instant, tout le monde les a bloqués. Et ça, une équipe de soins primaires, c'est 4-5 professionnels, c'est une toute petite équipe. Ça, normalement, ça ne devrait pas demander beaucoup de travail pour le faire. Et ça permet de s'organiser pour soigner quelques patients ensemble, et là, se coordonner vraiment. C'est ça qu'on veut, c'est travailler avec les autres. Et Madame Ries ne s'en cachait pas, hein, quand on a été auditionné, elle a dit, mais moi ce que je veux, c'est que le patient décide qui il va voir, quand il va voir, où il veut, tout seul, sans coordination. Donc moi, imaginez, j'ai mon patient que je soigne avec tout son dossier médical, ses antécédents, tout ça. Il y a quelqu'un, un infirmier, un IPA par exemple, qui s'installe en libéral, en accès libre, quelques rues d'à côté. Le patient va le voir, il n'a pas le dossier, il fait je sais pas quoi. Le patient vient me voir, je ne sais pas ce que l'autre a fait, lui ne sait pas ce que j'ai fait. C'est le meilleur moyen pour mettre et les patients en danger et les professionnels en danger. Par contre, je travaille avec une infirmière azalée qui est dans mon cabinet, qui est dans le bureau d'à côté. On a les logiciels ensemble, on se croise dans le couloir, on discute des patients. Il y a zéro problème, je ne suis pas sur son dos sur toute la journée. Elle m'a inventé même tout un réseau précarité et ainsi de suite, des choses que j'aurais jamais faites toute seule. Elle a des compétences qui ne sont pas les miennes. Et donc on se complète, mais on travaille ensemble. Et donc la PPL RIS, c'était la meilleure façon de ne plus travailler ensemble et de désorganiser le système. Quand je vous disais tout à l'heure que la dérégulation, c'était une option retenue par le gouvernement, c'est exactement ça dont il s'agit. Si chacun va voir n'importe qui, n'importe comment, voilà, on va consommer du soin avec des indications qui ne seront pas validées. Les gens, combien de fois quelqu'un rentre dans mon bureau et dit j'ai mal à la tête, je veux un scanner. Et, attendez, c'est pas la question, le scanner ça ne va rien nous apprendre. Elle va ressortir sans son scanner, mais avec, après avoir eu une consultation et on aura échangé ensemble sur le pourquoi la personne a mal à la tête et ainsi de suite, et ce qu'il faut faire. Si on répond juste à la demande de soins, c'est là où la sécurité sociale ne va pas durer longtemps. Hein. Donc c'est pour ça qu'on était opposés, non pas à la loi RIST, mais à l'accès direct sans coordination. Il y avait un affichage de coordination, et ça, c'est ça qui n'allait pas. Et sans compter qu'ils avaient mis notre contrat d'engagement territorial qui nous bouclait nos négociations dans cette même PPL RIST. Bon, donc on avait bien de quoi être fâché. Et donc la version qui a été adoptée, la version définitive, ne bougera pas là, nous va, puisque effectivement, cette apparence de coopération qu'étaient les CPTS, cet étage a été retiré avec l'équipe de soins primaires, MSP, centre de santé, des structures où là on peut vraiment travailler ensemble. Mais une équipe de soins primaires, n'importe qui doit pouvoir la faire facilement. Il faut encore les faire exister. Donc il faut encore que... Dans la PPLRIS, on a conservé quand même la possibilité de prescrire les orthèses plantaires et de grader les diabétiques. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose, effectivement, si ça se fait en bonne intelligence. Et en coordination, il faut qu'on ait l'information, et pas l'information dans un DMP que personne n'ira regarder. L'information qui arrive directement dans nos logiciels métiers. Parce que vous imaginez pas qu'on va aller regarder le DMP tous les patients pour aller regarder les papiers un par un. On a des logiciels structurés, faits pour travailler de façon correcte, et on ne va pas passer un quart d'heure à aller récupérer des trucs. Donc il faut que ce soit vraiment opérationnel et qu'on ait un retour d'information. Bref, il faut qu'on travaille ensemble. Voilà. Et ben, à propos de travailler ensemble, dans le cadre de l'exercice coordonné, on reste sur le sujet, les podologues réclament un bilan podologique pour les personnes âgées. Seriez-vous prête à travailler avec nous, alors là du coup en tant que syndicat, pour avancer sur ce sujet, pour obtenir cette avancée importante pour les professionnels et les patients? Nous n'y sommes pas opposés, mais de la même manière que les infirmiers ont l'impression qu'on est corporatiste, ils se fâchent avec les aides-soignants qui feraient des toilettes, ils vont dire que c'est eux qui doivent faire les bilans dont vous parlez, les kinés aussi. Donc le positionnement des professions les unes par rapport aux autres, c'est un sujet compliqué et qui mérite en fait qu'on se mette autour de la table pour en parler. C'est pour ça que je ne vais pas vous répondre sur ce sujet précis qui quelque part nous concerne assez peu.
nous, ce qui est important, c'est qu'on ait le bilan, qu'il soit fait par vous ou par un kiné. Je pense qu'il y a des spécificités différentes et qu'il faut utiliser cette complémentarité, mais qu'il faut mettre autour de la table les professions concernées quand il y a des territoires qui se recoupent. Et donc on avait proposé à la CNAM, qui était d'accord, hein, de faire des accords entre plusieurs syndicats et la CNAM sur des sujets précis. Par exemple, pour nous, le suivi à domicile des personnes âgées, on peut tout à fait s'organiser avec les infirmiers qui vont les voir à domicile pour organiser une télé-expertise ou je ne sais pas quoi. Je vais la voir une fois tous les 3 mois, les 2 mois d'après tu vas la voir, on se fait une télé-expertise, on discute ensemble du patient, on s'organise pour soigner ensemble. Et que votre profession apporte son savoir-faire qui nous est précieux. Hein, comme je vous dis, j'ai découvert votre profession, je me suis dit, ah, bah, je ne savais même pas qu'ils existaient, mais c'est trop bien. Les kinés aussi apportent un savoir-faire qu'on n'a pas. Je ne suis pas kiné, je ne serais pas foutue de faire quoi que ce soit. Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse pour se caler. Les bilans des personnes âgées, c'est plein de choses. Par exemple, un bilan de chute, bah, c'est peut-être les pieds, mais c'est peut-être aussi une glycémie qui ne va pas. Donc si on considère que c'est que le kiné ou que le podologue, on oubliera la médecine générale et le fait peut-être qu'il y a eu une prescription intempestive d'un médicament qui ne va pas avec les autres parce qu'il y a eu une consultation sauvage, je dirais, non coordonnée aux urgences ou n'importe. Je vise personne, hein. Donc il faut travailler ensemble, sinon on ne va pas y arriver. Et pour que chacun ait les connaissances de ce que l'autre a fait, et pour que les compétences soient pleinement utilisées. Parce que à aucun moment dans notre esprit, il y a une mise en doute des compétences des uns et des autres. Vraiment, chaque profession a ses particularités et son domaine de compétences qui se complètent. Donc ça, j'ai pas de doute là-dessus. Mais il ne faut pas se tirer dans les pattes les uns des autres. Il faut vraiment qu'on ait une concertation et qu'on utilise au mieux ce que chacun peut apporter. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir répondu à ces questions. Eh bien de rien, mais vous êtes les bienvenus, vous êtes chez vous ici. Merci.